des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient les plans originaux du Dr Locke pour la machine acoustique, mais aussi une lettre personnelle de Luang. Il y racontait sa vie après leur rencontre, comment il était devenu un instituteur dans un petit village, enseignant aux enfants la valeur de la patience et de l'espoir. Il lui disait que la courte rencontre qu'ils avaient eue avait changé sa perception du monde, lui donnant la certitude que l'avenir serait beau tant qu'il y aurait des personnes comme elle pour veiller sur lui. Nguyen comprit alors que la mission de la porte numéro 7 était bien plus grande que la simple protection de livres. Il s'agissait de créer des liens de confiance et d'amour à travers les Edges. Elle remercia la petite fille de Luang et promit de prendre soin de ses nouveaux documents. Elle sentit que la boucle était enfin bouclée. Elle retourna à la Bibliothèque nationale et monta pour la première fois depuis longtemps dans la salle de lecture principale. Elle regarda la grande horloge à balancier. Il était 18h55. Elle attendit dans le silence, mais ce n'était plus un silence de solitude. C'était un silence de plénitude. À 19h, la première sonnerie retentit. 1, 2, 3. Nguyen compta chaque coup avec une gratitude infinie. 4, 5, 6. Et enfin la 7e sonnerie. Le mur resta immobile, solide et gris. Il n'y avait plus besoin de passage secret. La porte était maintenant ouverte dans son cœur, et elle pouvait y entrer chaque fois qu'elle partageait une histoire, chaque fois qu'elle aidait un chercheur, chaque fois qu'elle protégeait une vérité. Elle quitta le bâtiment et s'arrêta un instant sur le perron. Elle regarda les lumières de la ville et se dit que chaque personne qu'elle croisait était un chapitre d'une immense histoire en cours d'écriture. Elle se sentait incroyablement chanceuse d'être une archiviste de la vie. Elle rentra chez elle, alluma une petite lampe et commença à écrire un livre pour enfants. Elle l'intitula La petite gardienne du temps. Elle voulait que les plus jeunes apprennent, eux aussi, que les plus grands secrets ne sont pas cachés derrière des murs de béton, mais dans la manière dont nous traitons notre passé et dont nous construisons notre avenir. Le silence de sa maison était doux. Elle posa sa plume, regarda par la fenêtre et murmura un merci silencieux à sa grand-mère, au professeur Han, au Dr Locke et à M. Luang. Elle savait que même si elle vieillissait, même si le temps continuait sa course inexorable, l'harmonie du savoir et de l'amour resterait éternelle. Et c'était là, le vrai secret de la 7e sonnerie. Chapitre 6, la bibliothèque des âmes. La vie de Nguyen était devenue une symphonie de transmission. Son livre, La petite gardienne du temps, connut un succès inattendu. Il fut traduit en plusieurs langues et devint un outil pédagogique dans les écoles. Elle recevait des lettres d'enfants du monde entier qui lui demandaient si la porte numéro 7 existait vraiment. Elle leur répondait toujours, la porte existe pour celui qui sait lire entre les lignes du monde. Pourtant, un nouveau mystère vint frapper à sa porte. Un jour de pluie intense, un jeune homme se présenta à la bibliothèque avec un manuscrit non répertorié. Il l'avait trouvé dans le grenier de son grand-père, un ancien relieur qui travaillait autrefois pour la bibliothèque de l'école française d'Extrême-Orient. Le manuscrit était étrange, ses pages n'étaient pas faites de papier ordinaire, mais d'une sorte de membrane végétale qui vibrait légèrement au toucher. Nguyen comprit immédiatement qu'il s'agissait d'un fragment de la collection perdue du Dr Locke. En examinant le texte, elle découvrit qu'il traitait de la mémoire de l'eau et de la façon dont les rivières de Hanoï conservaient les échos des paroles prononcées sur leurs rives. C'était une découverte scientifique et spirituelle sans précédent. Elle invita le jeune homme, qui s'appelait Min, à rejoindre la fondation. Ensemble, ils entreprirent une nouvelle recherche, cartographier les sons de la ville. Ils utilisèrent les techniques du professeur Han pour capter les résonances des vieux bâtiments. Ils découvrirent que chaque quartier de Hanoï avait sa propre signature sonore, une fréquence qui racontait son histoire particulière. Cette aventure les mena jusqu'au fleuve Rouge. Là, sous le pont Lombien, ils installèrent des capteurs sonores. Une nuit, alors que la lune se réfléchissait dans les eaux sombres, ils entendirent quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas seulement le bruit de l'eau, c'était une mélodie complexe, une sorte de chant choral qui semblait émerger des profondeurs. C'étaient les voix des ancêtres, les voix de ceux qui avaient construit la ville, pierre par pierre, mot par mot. Nguyen pleura de joie.
Elle comprit que la 7e sonnerie n'était qu'un signal, un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes entourés par la présence invisible de ceux qui nous ont précédés. Grâce à ces découvertes, Guyet et Mine créèrent une salle d'écoute au sein de la Bibliothèque nationale. Les gens pouvaient y venir pour fermer les yeux et écouter l'histoire de leur pays, non pas avec leur intelligence, mais avec leur âme. Ce fut une révolution dans la façon de concevoir le patrimoine. Le professeur en s'éteignit doucement cet automne-là. Avant de partir, il prit la main de Guyet et lui dit « Le temps n'est pas un ennemi, c'est un berceau. Tu as bien pris soin de l'enfant de la vérité. » Guyet continua son œuvre avec une force renouvelée. Elle savait que Mine était le héritier qu'elle attendait. Aujourd'hui, quand on se promène près de la Bibliothèque nationale au coucher du soleil, on peut parfois apercevoir une femme aux cheveux argentés qui regarde l'horloge avec un sourire mystérieux. Elle n'attend plus rien, car elle possède tout. Elle porte en elle les 7 décennies, les 7 sonneries et l'infini des possibles. La bibliothèque n'est plus un bâtiment de pierre, c'est un organisme vivant qui respire au rythme du monde. Et dans le silence des archives, le lotus continue de fleurir, protégeant pour l'éternité le secret de ceux qui ont choisi d'aimer le temps. L'ombre dans laquelle Luang surgit ne ressemblait pas à une apparition héroïque comme dans les romans de gare que Guyet classait parfois avec un sourire indulgent. Elle ressemblait plutôt à la réalité, avec ses chaussettes pas tout à fait assorties et cette barre de fer tenue comme on tient une perche à linge quand on ne sait pas trop où poser les mains. Luang ne cria pas. Il ne fit pas un discours. Il eut simplement ce geste obstine de quelqu'un qui a garde trop de portes dans sa vie pour laisser des inconnus effacer ses règles. Il se plaça entre Guyet et les 2 hommes en noir. Le premier chrono ricana, mais son rire sonna faux, comme une porte mal huilée. « Vous pensez vraiment, dit-il, qu'un gardien de nuit avec une barre de fer va changer le cours du temps ?» Luang cligna des yeux, puis répondit avec un calme presque comique. Je ne sais pas changer le temps. Mais je sais changer la direction des gens qui font les malins dans ma bibliothèque. Guyet sentit une chaleur inattendue lui monter au ventre. Ce n'était pas de la bravoure spectaculaire. C'était une forme de décence. Une forme de politesse vietnamienne appliquée à un problème impossible. BNG remua, encore à demi inconscient, comme s'il était en train de chercher une couverture qui n'existait pas. Guyet se pencha vers lui, posa une main sur son épaule, et parla doucement, avec une voix qui était plus une promesse qu'un ordre. « BNG, écoutez-moi. Respirez. Pensez au bruit du balancier. Pensez aux œufs chauds. Pensez à quelque chose de simple. Les chronos s'avancèrent. Pas vite. Pas avec violence. Avec cette assurance froide des gens qui ont trop répété la même scène. Ils avaient ce genre de patience qui donne envie de jeter une chaise juste pour leur rappeler que le monde contient encore des surprises. Guyet, elle, ne voulait pas de violence. Le registre l'avait prévenu. La porte réagissait à la résonance. Et la résonance, ce n'était pas seulement le métal et les cloches. C'était aussi les émotions. La peur ouvrait des fissures. La colère faisait des raccourcis dangereux. Mais le calme pouvait devenir une serrure. Elle glissa sa main vers le registre, qui était tombé au sol. Elle ne le prit pas tout de suite. Elle le frappa légèrement, comme on frappe un livre pour faire tomber la poussière, cette fois, en respectant la cadence exacte que Luang connaissait par cœur. Pas pour ouvrir une porte. Pour rappeler un rythme. Le premier chrono s'arrêta, surpris, comme si son oreille avait capté quelque chose qu'il ne voulait pas reconnaître. « Vous jouez, dit-il, avec des forces que vous ne comprenez pas. » Guyet leva les yeux vers lui. « Je comprends au moins ceci, dit-elle. Quand on ne comprend pas, on commence par écouter. » Et comme si l'univers avait un sens de l'humour discret, le vieux mécanisme de l'horloge, là-haut, dans la salle de lecture, en mit une vibration lointaine, un simple soupir de métal. Rien de spectaculaire. Juste assez pour faire frissonner l'air. Luang tourna la tête, comme un chien qui reconnaît le pas de son maître. Son expression changea. Il comprit. L'horloge n'était pas morte. Elle était seulement capricieuse.
Le deuxième chrono fit un geste vers Luong, comme pour le contourner. Luong leva sa barre de fer, mais ne frappa pas. Il posa plutôt la barre au sol, devant lui, comme une barrière symbolique, puis dit avec un sérieux qui aurait fait rire Nguyen en d'autres circonstances. « Vous ne passez pas. Pas sans enlever vos chaussures. Ici, on respecte le sol. » Le premier chrono plissa les yeux. « Vous croyez que c'est une plaisanterie. » Luong haussa les épaules. « C'est comme la pluie. Ce n'est pas une plaisanterie, mais ça tombe quand même. » Le silence se tendit. Nguyen sentit que la scène pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Alors elle fit ce que les archivistes font mieux que tout. Elle changea la catégorie. Elle se leva, bien droite, comme si elle était au bureau de la directrice et que quelqu'un venait de poser un livre humide sur une table sèche. « Messieurs, dit-elle, vous parlez de correction. Vous parlez d'erreur. Mais vous refusez la première correction de base. Avant de changer l'histoire, on commence par vérifier la source. » Le premier chrono eut un petit rire. « La source, c'est nous. Nous avons la méthode. » « Non, dit Nguyen. La source, c'est le problème humain. Vous avez une méthode sans patience. C'est comme vouloir apprendre à quelqu'un à lire en lui arrachant les pages. » Le deuxième chrono fit un pas, agace. « Assez. » Nguyen inclina la tête. « Alors faites un pari éducatif, dit-elle. Un pari sans armes. Si vous êtes si certain, posez vos dispositifs au sol. Écoutez BNG. Vous dites que vous allez extraire sa résonance. Mais la résonance humaine ne se vole pas comme une clé. Elle se donne. C'est la première leçon que mon travail m'apprend chaque jour. Un livre ne parle pas à celui qui le frappe. Il parle à celui qui le respecte. » Luong, derrière elle, murmura presque pour lui-même. Elle parle comme une institutrice qui a perdu sa règle en bois. Nguyen sentit un sourire lui échapper. Même ici, même maintenant, il y avait de la place pour la légère moquerie. Et cette légère moquerie était une force. Elle diminuait la peur. BNG ouvrit les yeux. Ses pupilles cherchèrent Nguyen, puis Luong, puis les chronos. Il avait l'air perdu, mais présent. Il murmura. « Nguyen. »« Je suis là, dit-elle. Respirez. Vous êtes en sécurité. » Le premier chrono se figea, comme s'il se rendait compte que quelque chose lui échappait. Il n'était pas habitué à ce genre de dialogue. Dans son monde, les gens criaient, ou suppliaient, ou se brisaient. Pas à discuter comme dans une salle de classe. Le second chronos eut an impatience visible. Il posa la main sur son dispositif, puis regarda son collègue, attendant un signal. Et c'est là que Nguyen comprit la faille. Il n'était pas deux loups. Il était deux bureaucrates du futur, déguisés en loups. Et comme tous les bureaucrates, il craignait une chose plus que tout. Et l'imprévu. Nguyen se pencha, ramassa le registre et le posa sur une caisse. Puis elle sortit la seconde Unite, ce petit cylindre de métal, sans le brandir. Elle le posa aussi. Elle posa tout. Comme une offrande de confiance. Puis elle dit. « Je vous propose une chose. Un exercice. Vous voulez une correction du temps. Moi je veux une stabilité du temps. Alors faisons une stabilité de conversation. Vous avez 3 questions. Pas plus. Je réponds. Si mes réponses ne vous satisfont pas, je vous rends le registre, et je vous laisse repartir sans vous suivre. Mais si mes réponses vous montrent que votre plan est dangereux, vous laissez BNG, vous quittez ce lieu, et vous ne touchez plus jamais à cet homme. » Luong eut un petit sifflement discret, comme pour dire elle est folle. Mais il ne bougea pas. Il était là. Présent. Gardien. Le premier chrono inclina la tête, comme si cette proposition était absurde, mais intrigante. « 3 questions, dit-il. Très bien. » Il approcha, sans arme visible, et posa sa première question, d'une voix plus humaine. « Pourquoi vous, Nguyen, pourquoi une archiviste? »
Guyet regarda le mur, comme si elle regardait au-delà. Parce que les archivistes vivent avec l'idée que le passe n'est pas un lieu. C'est une responsabilité. Et parce que je suis tombée amoureuse du silence. Le silence qui permet au vrai de rester vrai. Et quand j'ai vu que le silence était attaque, je suis devenue bruyante. Luang murmura. Elle est devenue bruyante, mais proprement. Le chrono serra la mâchoire. Deuxième question, dit-il. Qu'est ce que contient vraiment la collection? Guyet prit une inspiration. Elle contient des possibilités. Des histoires alternatives, des équations sociales, des chemins qui auraient pu être. Ce n'est pas un trésor pour gagner. C'est un miroir pour comprendre. Et un miroir, si on le brise, coupe tout le monde. Troisième question, dit le chrono, et sa voix devint plus dure. Pourquoi devrions-nous vous croire? Guyet ne répondit pas tout de suite. Elle regarda BNG. Elle regarda Luang. Elle regarda les caisses, le couloir, l'odeur du vieux papier. Puis elle dit. Vous ne devez pas me croire. Vous devez vérifier. La différence entre nous, c'est que moi je vous donne le droit de vérifier. Vous voulez imposer. La science et l'histoire, la vie, tout ce qui enseigne, commence par vérifier. Le chrono resta silencieux. Il semblait lutter avec quelque chose en lui, comme si la part humaine voulait admettre un doute et la part doctrinaire voulait l'étouffer. Et c'est à ce moment-là que, quelque part en haut, l'horloge en mit un son clair, une cloche unique, pas la 7e heure, pas une ouverture, juste un rappel. Comme un professeur qui tousse pour dire silence, on continue. Luang ferma les yeux une seconde. Son visage se détendit. Il murmura. Elle respire encore. Le premier chrono recula d'un demi-pas. Son collègue le fixa, perplexe. Alors, dit le second chrono, on les prend ou on les laisse. Le premier chrono hésita. Puis il dit. On les laisse. Pour l'instant. Il ajouta, en regardant Guyet. Mais vous avez fait une erreur. Vous croyez que nous sommes seuls. Guyet hocha lentement la tête. Et vous, vous avez fait une erreur aussi, dit elle. Vous croyez que je suis seul. Le chrono tourna les talons. Le second le suivit. Ils disparurent dans l'obscurité du couloir, sans frapper, sans tirer, sans cri. Comme deux ombres qui ont perdu, pour quelques minutes, le goût de la certitude. Quand ils furent partis, Guyet sentit ses jambes trembler. Elle s'assit sur la caisse et laissa sortir un souffle long. Luang ramassa sa barre de fer, puis la posa contre le mur, comme si elle devait retourner à sa place officielle. « Je n'ai rien fait, dit-il, presque gêne. Vous avez fait beaucoup, dit Guyet. Luang la regarda, et il y eut dans ses yeux une douceur ancienne. Vous parlez trop bien. C'est dangereux. Guyet sourit. Je travaille avec des livres. Ça donne des mauvaises habitudes. BNG se redressa enfin. Il regarda Guyet comme si elle était à la fois une personne et une page du registre devenue vivante. Je les ai sentis, dit-il. Il voulait quelque chose en moi. Comme si j'y étais une serrure. Vous n'êtes pas une serrure, dit Guyet. Vous êtes une personne. Et ça, c'est justement ce qui les dérangeait. Elle prit la seconde Unite, la serra dans sa main, et pensa soudain au présent. À ses cheveux blancs en auréolé, à ses mains de bricoleur, à son café trop fort. Elle se demanda si elle reverrait un jour ce présent. Puis elle se rappela une autre chose, plus fine, plus intime. À chaque saut, à chaque peur, il y avait un fil. Un fil de tendresse qui ne disait pas son nom. Elle regarda BNG. Il avait ce courage discret, ce mélange de fatigue et de curiosité qui ressemble à celui des gens qui lisent tard la nuit. BNG, dit-elle, je dois vous apprendre quelque chose. Et vous devez m'apprendre quelque chose aussi. Quoi, demanda-t-il. Comment être gardien?